En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, aujourd'hui à une quarantaine de kilomètres d'Angoulême, puisque nous sommes à Merpin, à côté de Cognac, pour aller à la découverte d'une entreprise. Ça va nous changer un petit peu des églises ou des moulins où on fabrique de l'huile. Là, on va carrément aller à la rencontre d'une entreprise importante de chaudronnerie qui s'appelle la chaudronnerie Cognacèze. Donc, nous sommes à Merpin et c'est aussi une histoire de famille. Et dans cet accueil de la chaudronnerie Cognacèze, j'ai à côté de moi monsieur Bruno Pérez, le grand responsable de cette maison, et puis son fils, Maxime Pérez. Et ils vont nous raconter leur histoire et en même temps, nous allons découvrir les différents ateliers. Et on commencera par la partie chaudronnerie cuivre, ce qui permet de fabriquer des alambics. Donc je vous invite à nous suivre dans cette belle aventure d'entreprise. Bonjour à vous, monsieur Pérez. Bonjour. Bonjour à vous, Maxime. Bonjour. Bien alors, père et fils, une histoire de famille, je disais en présentant l'émission. Vous pouvez nous raconter un petit peu où nous sommes et puis rapidement l'histoire de cette famille pour qu'on puisse se situer et ensuite aller rencontrer les ateliers. Donc, l'entreprise est située à Merpin, très, très proche de Cognac, donc au cœur de la production du cognac et là où on fabrique, on produit le cognac avec les alambics et les distilleries. Donc, c'est notre activité principale de construire et fabriquer des alambics et des distilleries. Mon histoire, donc l'entreprise va célébrer bientôt ses 20 ans. J'ai moi-même, avant cette création d'entreprise, travaillé une dizaine d'années dans une activité similaire où j'ai découvert un peu le monde de la distillation. Au bout de ces 10 ans-là, la société pour laquelle je travaillais était en situation financière un petit peu compliquée et avec une poignée de techniciens à l'époque qui provenaient de cette entreprise-là, on a décidé, encouragé par nos clients, de reprendre cette activité-là, au moins en démarrant avec de l'activité, de l'entretien et de la maintenance sur les alambics. Alors ça, c'était le point de départ de l'entreprise. J'ai toujours été le dirigeant, le gérant de la société. Et progressivement, dans un contexte économique du cognac qui était plutôt favorable, l'entreprise a évolué, progressé, aussi bien dans sa capacité à produire qu'en tant que nombre de salariés, et techniquement aussi. Donc on a développé de la maintenance, on est passé à la fabrication d'alambics, en créant ensuite un bureau d'études, en développant tout ce qui était lié à l'environnement de l'alambic. Donc, on a développé après un département important en termes d'automatisme. Les alambics fonctionnent avec du gaz, donc on a aussi des techniciens à gaz. On a intégré dans l'entreprise aussi des compétences sur les process, les réseaux de tuyauterie pour transférer les productions d'alcool, de cognac. Donc, réseau de tuyauterie, des gens qui sont spécialisés aussi dans l'inox. Et bien sûr, des chaudronniers avant tout cuivre qui fabriquent et qui martèlent le cuivre pour fabriquer les alambics. Voilà, donc... Dans l'évolution d'entreprise aussi, il y a aujourd'hui un bureau d'études qui travaille aussi sur tout ce qui est économie d'énergie, développement, aussi de façon propre par rapport à l'environnement, trouver les technologies les plus adaptées. Voilà, donc ça, l'entreprise s'est développée comme ça depuis 2003 jusqu'à 2014. En 2014, il y a eu un événement important dans la société, c'est que les associés d'origine qu'on démarrait avec moi à la création. Oui, vous avez décidé de racheter leur part finalement. Voilà, on a racheté les parts et en 2014, on a franchi l'étape de racheter les parts de ces associés-là et de créer vraiment une entité familiale qui aujourd'hui a intégré donc mon fils qui a aussi fait son parcours dans l'entreprise. Quelques années en tant que dans l'informatique industrielle et mon gendre qui aussi était dans la maintenance qui a intégré donc aussi l'actionnariat, la nouvelle entité familiale. Et ma fille aussi qui a intégré, mais qui n'est pas salariée, mais qui fait partie aussi de l'équipe de direction aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle est managée et dirigée dans un contexte familial entre moi, mon fils, mon gendre et ma fille. Voilà. Alors, merci beaucoup de cette présentation générale et donc une histoire de famille. On aime bien les histoires de famille sur RCF. Maxime, vous avez rejoint donc l'entreprise il n'y a pas si longtemps. En 2014.
2014, donc vous étiez déjà, vous travailliez dans le domaine informatique et technique, et puis vous avez dit, tiens, j'ai envie d'arrêter mon travail pour reprendre des études. Alors, on part à partir de là, vous devenez ingénieur. C'est ça. Donc, en fait, du coup, mon histoire à la Chambre économique commence en devenant ingénieur. J'ai fait mon apprentissage d'école d'ingénieur à la Chambre économique. Donc, c'est ici que, donc, pendant un apprentissage qui a duré 3 années, et donc, à la suite de ces 3 années, coïncide avec le moment du rachat dans le cadre familial, donc, donc, la construction du projet puisse faire directement de l'intérieur. Donc, à la suite de ça, du coup, j'ai forcément jamais quitté l'entreprise. L'évolution s'est fait, du coup, logiquement. Bon, pas de conflit de génération. Pas de conflit de génération, ça va. La coopération se passe parfaitement bien. Oui, j'ai l'impression. Hein. Bon, alors maintenant, on a bien le cadre de cette histoire, de cette entreprise, et maintenant de cette entreprise familiale, qui regroupe quand même bon nombre d'ouvriers, mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors là, où nous trouvons-nous ? Dans le showroom, le hall d'accueil, là, on reçoit nos clients et voilà, l'accueil principal de l'entreprise. Voilà, avec des modélisations d'alambic sur le côté, c'est très agréable pour nos auditeurs. Et puis, il y a même un coin salon. Donc, maintenant que nous avons vu le côté soft et tranquille de l'entreprise, on va passer dans les ateliers. Ça sera peut-être un petit peu plus bruyant. Je dois dire aussi que au niveau du design, on a des douelles de barriques qui font un garde-fou là sur le côté. J'avais pas fait attention, mais on voit que tout est bien pensé. Il y a un très joli logo d'ailleurs de la chaudronnerie cognaçaise. Alors, on y va. On va où, Bruno ? Donc, on va passer dans les ateliers de fabrication cuivre. Alors, le premier atelier, oui, c'est ce que je disais, c'est le cuivre et la fabrication des alambics. Voilà, on passe un sas, on ouvre une porte et on se retrouve là dans l'ambiance atelier ou du moins réception. Voilà. Donc, la première étape, c'est la réception du matériel de nos fournisseurs et la première partie de stockage. Donc, on a un rayonnage où on va stocker nos plaques cuivre qui vont être travaillées, martelées, reformées pour les différents éléments et parties de l'alambic. Voilà, donc on a ça en rayonnage sur ces stocks-là. C'est des stocks tournants qu'on réapprovisionne au fur et à mesure de nos fabrications. Et sur la droite, vous avez un stock de pièces détachées, mais là qui est plus lié à la réalisation sur les chantiers. Donc les gens qui vont installer les alambics, qui vont les assembler, puis faire tous les raccordements de tuyauterie, tout ce qui est lié à l'environnement de l'alambic. Donc là, on a un magasin qui réceptionne la marchandise, la préparation du matériel qui est sur les pièces qui sont stockées ici pour les gens qui font les réalisations sur le site, et la partie cuivre ici qui est destinée à l'atelier pour les gens qui fabriquent les éléments et les pièces en cuivre pour les alambics. Et une machine au fond qui doit être pour la découpe ? C'est une guillotine qui permet de découper les plaques. Ah oui, carrément, ça s'appelle une guillotine. Bon, on va peut-être pas rester là trop longtemps. Donc, ça y est, on a vu l'arrivée des pièces, le stockage, et puis maintenant, on passe dans l'atelier de fabrication. J'ai d'ailleurs en toile de fond devant moi 2 personnes qui sont en train de faire de la soudure. Hein. On est dans une chaudronnerie. Alors, vous allez peut-être nous dire, Maxime, vous me dites quand vous voulez prendre la parole, hein, mais je vais continuer avec votre papa. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc là, on est un peu sur la phase finale, sur la partie principale de l'alambic, qu'on appelle la chaudière. Donc là, c'est la partie, ce que vous pouvez visualiser, où il y a les 2 opérateurs. C'est la partie où on va remplir le vin, donc le contenant et la pièce principale de l'alambic. Et ce vin-là, il va être mis en ébullition par un système de brûleur qui fonctionne au gaz en général. Et un peu comme sur votre casserole, quand vous faites la cuisine, vous mettez le contenant et le liquide sur le feu et vous la mettez en ébullition. Et le principe de la distillation, c'est donc de mettre le vin en évaporation. Et c'est ces vapeurs-là qui sont condensées pour qu'on puisse extraire l'alcool du vin qui devient, pour faire simple, du cognac en phase finale du process. Alors, ça ressemble un petit peu à des clochers d'église orthodoxe. Hein, et c'est ça qui est au-dessus du four, finalement. Voilà, exactement. Donc après, pour revenir à la fabrication que vous avez sous les yeux, donc elle est de forme, on appelle ça de forme oignon. Donc ça, c'est une méthode très, très, très traditionnelle. Elle a été faite entièrement à partir de plaques de cuivre et d'éléments qui ont été formés manuellement et martelés. Et pour vous donner une idée, la pièce que vous avez dans le bout, il y a les 2 opérateurs, c'est à peu près 300 heures de travail pour fabriquer cet élément-là. Ah, c'est important ce que vous nous dites parce qu'on se rend absolument pas compte qu'il faut autant de temps, 300 heures de travail.
Parce Une que, étape, alors Maxime, je dis, donc on peut voir juste derrière nous une étape intermédiaire. Donc là, on est quasiment à la phase finale de la réalisation de la queue curbite, de cœur de l'alambic. Vous avez derrière nous une pièce qui a une étape moins avancée. alors là, elle est carrément montée sur un appareil avec des chaînes et c'est pour... Alors oui, parce que vos plaques, quand elles arrivent là, il va falloir leur donner la forme. Comment est-ce qu'on fait ça? En priorité, du coup, le cuivre, il a on le reçoit avec une certaine dureté. On commence du coup pour ramollir le cuivre. En fait, on commence par chauffer le cuivre, ce qui va permettre de le recuire en fait. En cuisant le cuivre, on écarte ses molécules, on le rend plus malléable et on va pouvoir déjà former en fait la virole en mettant bout à bout en fin de compte un certain nombre de tôles. Et ensuite, juste derrière nous, on a une sorte de gros billot, une sorte de forme. Donc là, on n'a pas de pièces qui sont pour l'instant dessus, mais la chaudière qu'on a juste derrière, à un moment donné, est passée par ce billot et avec des gros maillets en bois, comme vous pouvez voir sur les côtés, les chaudronniers vont venir du coup emboutir la pièce pour lui donner cette forme-là. Voilà. Oui, il y a un martellement, hein, il y a un martellement manuel. C'est ça. Et on voit ces coups sur sur l'oignon, comme vous dites. Non, les coups que vous voyez, finalement, c'est justement les coups issus de la machine qu'on a derrière nous, là, avec la pièce qui est en situation. Donc finalement, on a expliqué que pour pouvoir travailler le cuivre, il faut le chauffer pour le ramollir. Et ensuite, pour lui redonner sa solidité, sa dureté initiale, il va falloir le planer. Donc là, vous avez une sorte de marteau qui vient pilonner, en fin de compte, chaque centimètre carré de la virole pour pouvoir lui donner sa dureté d'origine. C'est un pilon qui va nous faire cette forme d'oignon. Ce cuivre, il arrive d'où? Ah, ça c'est une colle. Bon, donc Voilà. Donc les origines sont souvent les mêmes. Une majorité d'Amérique du Sud, mais qui transite souvent par les pays d'Asie pour qu'ils soient retravaillés par rapport à la matière finale qu'on souhaite travailler. Mais après, les distributeurs, c'est surtout les pays comme l'Allemagne qui distribuent, mais c'est passé par différentes étapes de transition pour arriver à la réalisation de plaques ou de tubes qu'on travaille. oui, parce que je suppose que vous avez fait un choix de cuivre pour pouvoir le travailler d'une certaine façon. Oui, après, il n'y a pas 150 fournisseurs. Bon, très bien, très bien. Donc ça y est, l'objet, il a déjà sa forme. Ensuite, il passe ici. Et comment est-ce qu'on met, pas le couvercle, c'est ce que sont en train de faire les gens qui sont derrière moi, souder la partie, comment dire, le chapeau. Ouais, en fait, du coup, ce type de chaudière, du coup, on a deux types de fabrication, en 2 parties ou en 3 parties. Donc là, vous me montrez, en fin de compte, un alambic composé de 3 parties. Donc vous avez un fond et un collet qui viennent s'assembler sur la virole qu'on voit qui est derrière nous, la calandre. Et donc, du coup, on a un assemblage mécanique avec une système de rivetage. Donc on a un certain nombre de rivets tout le tour et là on voit en fin de compte les chaudronniers qui sont en train d'appliquer un nœud d'étain pour garantir l'étanchéité parfaite en matière du montage. D'accord, donc le chapeau est rifté sur l'oignon et ensuite il y a ce que font les deux garçons là en train de mettre, de souder, de l'étain, voilà, pour donner l'étanchéité, c'est ce que vous venez de dire. Alors l'étape suivante, ça va être quoi? L'étape suivante, du coup, ça va se situer dans l'autre atelier. Enfin, en fin de compte, ici, on n'est que sur une partie de l'alambic, donc on n'a pas toutes les pièces en fabrication en même temps. On peut fabriquer dans ce même atelier différentes parties, mais ensuite, la destinée de cette pièce, c'est ensuite d'aller dans un massif, donc c'est-à-dire d'aller sur le foyer, d'aller sur son brûleur. Donc là, ça se situe dans cette partie de l'atelier. Derrière nous, on a d'abord en amont une fabrication d'un châssis en acier, une phase d'isolation, et ensuite on vient du coup renfermer, poser cette chaudière sur le foyer et isoler tout son contour avec donc du coup des isolants très performants qui vont permettre de conserver un maximum l'énergie apportée par le brûleur. Alors là, ce que j'ai devant moi et ce que j'ai ici, c'est ce qui va à l'intérieur, non, c'est quoi? Oui, alors là, du coup, dans le massif, on a en situation un alambic tel qu'on vient de le voir en fabrication, donc technologie 3 parties, fabrication main traditionnelle, alors que sur le côté, on a ce qu'on peut appeler une chaudière droite. Du coup, c'est des formes différentes. C'est une solution un petit peu plus économique. Plus simple à réaliser. Oui. Mais moins, comment dire, moins esthétique dans le sens alambic qu'on peut connaître. Alors esthétique, ouais, sachant que cette partie-là, une fois que l'installation est faite sur le site, comme la structure là, vous voyez que la partie supérieure. La chaudière, l'élément principal, c'est pas la partie qui est mise en évidence sur la partie esthétique.
On Oui. pourra le voir sur un alambic préassemblé à côté. Il y a d'autres éléments qui sont mis plus en évidence et qu'on revoit plus sur la partie esthétique que la chaudière en elle-même, quoi. Alors quand on a vu ça, on a aussi la cuve qui va recevoir le serpentin, c'est ça? Enfin, je sais pas, quelle est Ouais, l'étape tout à fait, suivante? Donc après, on a là ce que vous avez devant vous ici sont les serpentins. Donc les serpentins, c'est le même principe à chaque fois. On va partir de tubes. Vous avez un rack à tubes là-bas. On achète les tubes. D'accord. Les tubes sont droits, ils Les sont tubes pas en sont droits quand serpentin. on les reçoit et des diamètres différents. Et en fonction des capacités des alambics, on va les travailler de façon à les enrouler, les former de façon à faire les serpentins. Donc le principe, c'est que le cuivre, comme disait Maxime tout à l'heure, le cuivre, quand il est neuf, il a toute sa résistance mécanique, on peut pas le travailler, sinon il se déchire. Donc le tube, on va le passer dans un four, de façon à ce qu'il soit recuit et qu'il perde sa résistance mécanique, de façon qu'on puisse le cintrer. Donc on le fait cuire, on le remplit de sable. Une fois qu'il est recuit et que le tube est rempli de sable, on va le passer sur des roues différentes en fonction des diamètres qu'on souhaite. Et là, une fois qu'il est recuit et sablé, on va le passer sur cette roue-là et on va extraire des enroulements de tubes de serpentin qu'on va emboîter les uns derrière les autres et qui seront de diamètres différents en fonction des types d'alambics qu'on veut faire, quoi. D'accord. Alors justement, ces diamètres différents, c'est pourquoi en finalité pour fabriquer le cognac? Donc là, cette partie-là, le serpentin, c'est la phase finale, on va dire, de la distillation. Une fois que vous avez mis le vin en évaporation dans la chaudière, comme on disait tout à l'heure, où le brûleur va mettre le vin en ébullition, de cette ébullition-là va sortir des vapeurs. Et ces vapeurs, en fin de cycle, vont se retrouver dans ce serpentin. Et ce serpentin est immergé dans ce qu'on appelle un réfrigérant, un condenseur. Il est rempli d'eau. Et les vapeurs, on les ramène en phase liquide. Le fait que ces vapeurs-là soient immergées dans ce contenant d'eau. Et le principe de la distillation, c'est ces vapeurs qui sont remises en phase liquide qui vont nous amener à la sortie du serpentin, à la récupération de l'alcool. L'alcool, quoi, en fait, qui sort de l'alambic. Voilà. Voilà. Alors après, de quoi pourrait-on parler maintenant qu'on a vu Donc là, vous avez un alambic à peu près assemblé qui va partir à l'étranger. Donc au fond, on retrouve la chaudière, l'élément qu'on vient de parler, qui peut être fabriqué avec différentes méthodes traditionnelles, chaudière droite, mais le principe c'est toujours le même dans son fonctionnement. Dessus, donc la chaudière, comme on disait tout à l'heure, sur la partie esthétique, on la voit pas trop parce qu'il y a un habillage dessus. Elle n'est pas finie d'habiller. Les éléments que vous allez pouvoir visualiser après, c'est la partie supérieure qui est prise entre deux brides qu'on voit, les brides bronze. Et cette partie-là s'appelle le chapiteau. Donc c'est la première étape de distillation. Le vin, une fois qu'il est mis en ébullition, les vapeurs vont passer dans ce chapiteau-là. Et sa forme et ses proportions sont faites pour qu'on ait une rectification de l'alcool. Une première étape de rectification dans cette pièce qui est quand même un élément principal de la distillation qui s'appelle le chapiteau. Du chapiteau, je vais me diriger un petit peu plus vers là. On a une espèce de courbe que vous voyez sortie du chapiteau qui s'appelle col de cygne. Donc le col de cygne, il sert à diriger les vapeurs, à les emmener gentiment, on va dire, au fur et à mesure du procédé de distillation, et ramener les vapeurs dans le serpentin qui est dans le bassin cylindrique ici. Alors, donc on visualise pas le serpentin, comme je vous disais, il est immergé dans l'eau. Immergé dans la cuve. Il est immergé dans l'eau. Et après, en partie centrale, c'est pas un élément indispensable pour la distillation. La partie centrale qui est de forme oignon, qui est un bel élément aussi de chaudronnerie fabriqué. C'est très esthétique voilà. en tout cas. Et lui, il a juste pour vocation des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait qu'on distille, sorti du col de cygne, on traverse ce contenant-là qu'on appelle réchauffe-vin, et on ressort de l'autre côté, on rentre dans le réfrigérant, le serpentin. Et du coup, ces vapeurs, comme elles passent dans ce contenant-là qu'on appelle le chaud-vin, il permet simplement d'utiliser les calories qu'on produit, la chaleur qu'on produit pendant la distillation pour commencer à monter en température le vin pour la chauffe d'après. Ça veut dire qu'on va faire des économies de gaz, le fait d'avoir un réchauffe-vin, parce qu'on l'a déjà monté en température. Et on aura besoin de moins d'énergie au niveau du brûleur et du gaz, sachant que le vin, on peut le monter à 30, 35 degrés dedans. Donc, c'est de l'économie d'énergie. C'est un récupérateur de chaleur finalement. Exactement. Hein. Alors, c'est drôle ce que vous dites. À la limite, on peut s'en passer. Et pourtant, c'est un élément qu'on voit dans toutes les distilleries et qui a beaucoup d'allure. Voilà, alors, esthétiquement, il est très joli. Il est un petit peu en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, il y a des procédés différents qui permettent de réchauffer le vin avec un seul appareil, parce que là, autant on avait d'alambic, autant on avait de chaud-vin. Il y a des gens, pour des raisons esthétiques, qui conservent les chauds-vins, mais aujourd'hui, il y a des technologies qu'on appelle échangeurs multitubulaires, aujourd'hui, par exemple. Comme les alambics produisent de l'eau chaude,
on stocke ces eaux chaudes-là, on les conserve. Et au moment où on veut charger l'alambic, on passe ces eaux chaudes-là dans un échangeur. Et à contre-courant, on passe le vin. On va récupérer les eaux chaudes qu'on a produites pendant la distillation. C'est de l'énergie qui est à disposition, qui est gratuite. Et du coup, ces calories-là, le fait de les passer dans l'échangeur, eh ben, on restitue cette chaleur de l'eau chaude dans le vin. Et on a le même procédé qu'un chaud-vin, mais avec un seul échangeur. Si on a plusieurs alambics, on fait le travail du chaud-vin. Donc, il y a un intérêt économique aussi par rapport à ça. Bon, merci pour toutes ces explications. Peut-être passer la parole à Maxime. Aujourd'hui, on chauffe au gaz. Est-ce il y avait à bois autrefois, peut-être à charbon, et demain? Demain, aujourd'hui, la région est en pourparlers en vue toujours de faire des recherches d'économie d'énergie puis d'améliorer également le bilan carbone de la région. Il y a des études qui sont faites actuellement pour transformer les modes de chauffage en chauffage vapeur. La principale difficulté que rencontre la profession, c'est donc l'INAO, puisque le cognac, en fait, ce noble produit est protégé heureusement par un AOC. Et dans cet AOC apparaît pour l'instant la nécessité de produire à feu nu. Donc d'abord, la filière s'efforce de démontrer, on va dire, qu'on est capable ou pas de produire un cognac de même qualité, donc sans interagir sur la qualité du produit. Et si ces démonstrations-là s'avèrent efficaces et opérationnelles, ensuite la mécanique pourra lentement s'enclencher pour éventuellement remettre en question l'AOC. Mais c'est quand même, voilà, on est sur un produit à vieillissement, donc forcément entre les échantillons qui sont produits et la validation, il y a aussi cette étape d'observation. Comment se déroule le vieillissement? Est-ce que ça peut avoir un impact? Oui. Ce changement de fabrication peut avoir un impact dessus. Et toute la région est actuellement très attentive à tout cela, même si voilà, c'est éventuellement une piste intéressante pour faire ces économies d'énergie. Une des pistes. Une des pistes, oui. Alors ça veut dire que pour l'instant, on reste sur un feu vif. On reste pour l'instant sur un feu vif. Après, il y a éventuellement des solutions aussi peut-être pour remplacer ce gaz ou produire le gaz différemment. L'hydrogène est une des pistes de recherche qui est en phase d'expérimentale pour l'instant. Alors, on voit le résultat du travail, de tout ce travail, mais on en a parlé aussi de bureau d'études. Est-ce qu'on y va avant de passer dans l'autre? Voilà, continuer la visite. Très bien. Donc, oui, je parlais de bureau d'études et je vous posais cette question sur l'énergie parce qu'effectivement, vous êtes toujours en train de travailler sur l'évolution de ce métier, même si la technique de base artisanale reste la même. Voilà. Après, l'alambic jusqu'à aujourd'hui reste le même, mais il y a beaucoup de choses, d'évolution technologique qui se passent dans l'environnement de l'alambic, dans les process, dans l'automatisation, dans les économies d'énergie, mais sans révolutionner le principe de l'alambic en lui-même qui reste encore un élément traditionnel et qui a passé des années, et qui a fait ses preuves en termes de qualité de cognac et pour l'instant qui n'est pas remis en question sur cette partie-là. Très bien, alors oui. On repasse dans le sas de tout à l'heure, on revient dans l'accueil et je suppose qu'on va ascensionner, j'aime bien ce mot-là, on va monter un escalier tout simplement pour aller à votre bureau d'études. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce bureau d'études? Redites-le nous, puisque maintenant on va les rencontrer. Donc, il est constitué de 4-5 personnes. Donc, on a des compétences différentes. Il y a des gens qui sont... Donc, un espace lumineux, tout neuf, avec des ordinateurs et des gens qui travaillent. Des postes informatiques. Donc là, tout le monde n'est pas présent. Donc, on a des gens qui sont spécialisés plus sur la réalisation de plans. Aujourd'hui, on fait du plan en 3D aussi pour illustrer et pour avoir le visuel de nos installations et les présenter à nos clients. Après, des gens qui sont plus spécialisés sur le dimensionnement des équipements, l'étude des process. Donc, par exemple, on a besoin aussi de production d'eau froide sur les alambics. Donc, il faut bien définir les équipements, définir les puissances, les besoins. Tous les réseaux de distillerie. Donc aussi, ça nous arrivait dans l'activité de distillerie de travailler sur des chais aussi, où on a des réseaux importants, où il y a des études à faire justement pour bien dimensionner les pompes, les tuyauteries et toute la partie automatisme souvent qui est aujourd'hui en évolution. Donc voilà, aujourd'hui, la partie informatique permet aussi des suivis de qualité, de l'archivage, de la traçabilité qui sont recherchés aussi et demandés pour nombreuses maisons de négoce. Voilà.
Alors, ce que je voudrais qu'on entende à travers votre témoignage, c'est toutes les étapes et puis toutes les choses qui sont afférentes à ce métier et qu'on ne va pas deviner comme ça de prime abord. Hein, c'est très technique. Alors, Maxime, est-ce que vous pourriez nous dire ce que font les gens ici et si on peut leur dire bonjour déjà? Tout à fait. On peut dire bonjour à Charlie, par exemple. Donc Charlie qui peut se présenter. Hein. Bonjour Charlie. Enchanté, bonjour. Moi aussi. Alors là, je vois qu'il y a je sais pas comment on dit, des maquettes, des plans qui sont sur. Vous avez deux écrans d'ordinateur pour les gens qui nous écoutent à la radio. Du coup, donc moi je suis dessinateur, donc je m'occupe surtout de la conception et des plans pour ensuite transmettre à l'atelier ou aux sous-traitants avec qui on travaille. Et donc là, par exemple, sur mon écran, on a une chaudière que je suis en train de finaliser, une chaudière qui a un petit peu des dimensions particulières par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, ouais. Pour s'adapter justement à l'élément qui est à l'intérieur, qui est un élément d'occasion. Du coup, il fallait qu'on retravaille la forme générale de la chaudière pour s'adapter à cette chaudière d'occasion qui est à l'intérieur. D'accord. Et alors vous, votre histoire, comment on se forme à faire, c'est quoi? C'est du dessin industriel? C'est quoi? Eh bien, on se forme, dans mon cas, c'était un BTS, donc en conception de produits industriels, suivi d'une licence pro, donc d'une année complémentaire en alternance, qui était plus orientée design produit. Et puis après, on travaille, voilà. Bon, très bien. Alors, c'est justement ce qu'on va faire. Voilà, au fur et à mesure des différents projets qu'on rencontre, on complète un peu nos expériences. Bien. Alors, à côté de vous, qui est-ce que j'ai? Alors, on va. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous faites quoi? Votre prénom, parce que moi, mon prénom, c'est Kylian. Je suis chargé d'affaires et je fais aussi tout ce qui est un peu conception de distillerie. Voilà, donc là, aujourd'hui, je travaille sur une thermorégulation pour un client qui consiste donc à refroidir en fait des contenants, donc des cuves. C'est un système de refroidissement pour refroidir du vin. Très bien. Donc, si je veux monter une distillerie, je viens vous voir et vous allez me la concevoir. Et là, elle est devant mon nez. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, très bien. Mais merci Kylian, merci à vous deux, merci à Charlie, et puis bon courage. Et nous, on va continuer. Merci de votre déambulation. Alors Maxime, on va aller où maintenant? Juste avant de quitter le bureau d'études, on peut avoir un petit peu c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, la petite cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est un petit atelier, l'atelier de test, un petit peu en automatisme. Donc c'est ici qu'on va préparer, comme vous pouvez voir, par exemple, les écrans tactiles, les automates qui vont ensuite pouvoir s'intégrer aux alambics pour faire toute la partie pilotage et supervision du Oui, c'est une pièce process. de 4 mètres carrés où vous avez des écrans. C'est pour faire des essais finalement. Ouais, tout à fait. C'est la préparation des écrans. Bon, ça reste des pièces assez fragiles qu'on évite de trop trimballer sur les chantiers. Donc on prépare bien ici, puis on installe la version finale directement chez le client sur site. Très bien. Alors, je pense que nous allons nous diriger maintenant dans la nouvelle entreprise de l'entreprise, Bruno. Voilà. Donc là, récemment, on vient d'investir dans un nouvel atelier de fabrication de cuves inox qui était complètement lié à l'activité de distillation, parce que sur les besoins des distilleries, il y a des besoins de stockage sur les alcools, les spiritueux qui sont produits. Donc jusque-là, on travaillait avec un partenaire fidèle depuis de longues années qui, la société a cessé d'exister, donc on était un petit peu démunis, donc on s'est lancé un peu le défi pour garder tous les éléments et compléter toute notre gamme qui est liée à la distillerie, d'investir dans cet atelier, donc à la fois sur des machines et sur des hommes aussi, parce qu'il faut des compétences un petit peu spécifiques. Donc c'est la suite de l'atelier chaudronnerie. On va passer, donc vous faire visiter, vous faire découvrir l'atelier tout neuf de production de cuverie inox. Très bien, alors on va aller la visiter. Avant, je vais vous dire combien êtes-vous dans l'entreprise? Donc là, sur la partie chaudronnerie Cognacès, c'est 31 personnes.
Après, on a une autre structure qui est assez récente aussi. On a repris une activité de cuve, de fabrication de cuves fibres qui est un petit peu décentralisée. Elle est plus proche d'Angoulême, sur Mansle exactement, qui s'appelait la société Polyrep. Bon, c'est pareil, c'était un partenaire à nous qu'on travaillait depuis longue date, et puis la personne était en âge de retraite. Donc, ayant un bon relationnel, elle nous a confié le relais. Donc, on a repris son entreprise et là, on a conservé cette fabrication-là parce qu'on on a besoin aussi. Ça fait partie de nos besoins aussi dans l'environnement de la distillerie. On produit des cuves fibres souvent pour les stockages dans le process de stockage d'eau et aussi voire des vins, le stockage du vin. Donc là, c'est à peu près 10 personnes sur ce groupe-là. Et donc là, on a fait simplement que reconduire l'activité de l'entreprise. Elle avait déjà ses clients, elle produisait déjà aussi des cuves pour nous. Donc voilà, maintenant elle fait partie, elle a intégré le groupe. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a 3 ateliers. Vraiment l'atelier qu'on vient de visiter, qui est l'atelier cuivre, l'atelier fibre, donc qui est situé plus vers Mansle, le côté Angoulême, et le dernier atelier qu'on vient de créer, qui est la cuverie inox qu'on va aller visiter. Allons-y. Alors nous voilà au pied du bâtiment chaudronnerie Cognaçaise, atelier inox. On ne peut pas se tromper, distillerie, cuverie. Et il y a déjà des cuves inox qui sont sur ma droite. Alors, Bruno et Maxime sont toujours avec nous. Évidemment, sans eux, nous n'existons pas aujourd'hui pour cette déambulation et pour découvrir ce métier. Alors, vous pouvez nous dire un mot, évidemment, un peu plus même, j'espère, Bruno. Donc, à la différence de l'atelier qu'on vient de visiter, donc on va rentrer à l'intérieur du bâtiment, on va être sur des machines un peu plus techniques et avec du travail un peu moins manuel, un peu plus robotisé, on va dire. Donc la finalité de cet atelier-là, c'est déjà répondre à nos besoins d'alambic, parce que sur les alambics, il y a des pièces inox. La première étape de fabrication qu'on a faite, on a fabriqué ce qu'on appelle les réfrigérants qu'on a vu tout à l'heure. On mettait les serpentins, ils sont en inox. Donc ça nous permet, nous, d'être autonomes sur cette partie-là, de les fabriquer. Les chauvins aussi, pas celui que vous avez vu, mais on peut fabriquer aussi des chauvins inox. Alors, il faut nous dire ce que c'est qu'un chauvin, parce que chauvin, ça peut être plein de choses. Ça peut être un nom de famille répandu chez nous. Ça peut être des gens qui sont chauvins. Mais alors là, dans ce qui est la chaudronnerie, c'est quoi? Le réchauffeur de vin qui est intégré dans l'alambic qu'on a parlé tout à l'heure, qui permet de réchauffer le vin, et utiliser le process de la distillation et des températures qui sont dégagées pour des raisons économiques, quoi. Très bien, c'est donc la belle pièce qui trône au milieu de l'alambic. Voilà. Donc certains sont faits en inox et après, on va avoir de la cuverie. Donc là, c'était l'objet de cet investissement, de cet atelier-là, c'est de fabriquer de la cuverie, on va dire de toute dimension, parce que sur l'alambic, on peut avoir des petites cuves de réception qui font de l'ordre, le plus petit contenant, ça peut être 50 litres, voire 1000 litres, après pour les réceptions de ce qu'on appelle les cœurs, les bonnes chauffes. Et après, dans l'environnement de la distillerie, on va avoir besoin de stockage des volumes importants pour stocker les spiritueux, les alcools qui sont produits, et stocker les vins aussi qui arrivent dans les distilleries pour avoir des contenants avant de les distiller. Donc là, c'est l'objet de cet atelier-là, c'est vraiment tout ce qui est contenant en inox, petite et grande capacité. Donc là, sur le parking, vous avez par exemple l'exemple, c'est des cuves qui sont destinées à recevoir du vin. Donc, il y a elles sont de taille identique, 300-350 hectos, si je me rappelle bien. Et voilà, donc là, sont prévues pour recevoir le vin avant distillation. D'accord. Donc, unité de stockage. Alors, autrefois, tout ça était en bois. Et puis, on a vu fleurir, quand on se balade dans la région, ces grandes cuves qui sont à côté, souvent des chais, où on stocke le vin. Voilà, exactement. Donc après, la phase de transition, avant que l'inox se développe vraiment, c'était la cuve fibre. Donc la cuve fibre qui est encore utilisée dans certaines unités de production, de distillation, en sachant bien sûr que l'avantage de l'inox, c'est qu'il n'y a pas de vieillissement. Une fois que vous avez une cuve, elle est garantie à vie. Et que la cuve a quand même, dans le temps, elle a du vieillissement, elle a son usure, chose qu'on n'a pas sur de l'inox. Maxime, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je disais juste au niveau de l'historique, on était plutôt au début plutôt sur des cuviers de stockage en béton qui étaient quand même assez onéreux, Oui, c'est vrai. qui est très résistants parce qu'on les trouve aujourd'hui encore à durée de vie illimitée, mais qui sont assez onéreux et puis un peu en termes de moins pratique, on va dire. Et donc du coup, la partie bois que vous avez évoquée est toujours d'actualité et concerne plus la partie de stockage des spiritueux et notamment au niveau du vieillissement. Oui, après pour avec le les tonneries vieillissement, qui nous entourent sur la oui. région, sur la zone industrielle. Oui, vous êtes à côté de Taranceau, notamment ici à côté. Alors donc là, on va pénétrer dans ce bâtiment tout neuf.
Voilà, donc là, c'est un bâtiment, comme on a démarré l'activité récemment, et comme je vous disais, notre partenaire avait arrêté son activité, donc on été obligé de réagir assez vite. Donc le projet, on l'a construit à peu près en 6 mois. Donc là, on démarre sur un bâtiment en location, et on a investi, toutes les machines sont des investissements qu'on a faits et qui sont nécessaires pour produire nos besoins en cuivrerie. Alors là, quelle va être la différence avec l'atelier cuivre qu'on a vu tout à l'heure? La réception de l'inox, son stockage, comme vous avez expliqué tout à l'heure pour le cuivre, et ensuite son modelage, on va dire. Voilà, donc le principe à la base, c'est pareil. On reçoit des plaques inox avec des épaisseurs et des formats différents suivant le type de réalisation qu'on veut faire. Bon, par contre, le formage là, on peut simplement faire ce qu'on appelle des viroles, c'est-à-dire on peut les cintrer de façon à faire la partie circulaire. Mais après, il n'y a pas la notion de martelage manuel comme sur le cuivre, parce que là, c'est un matériau qui est très dur et qui ne se travaille pas comme le cuivre, on utilise des outils différents, comme vous allez voir, des bandes de soudure, des découpes, des guillotines, des outils et des technologies différentes par rapport à nos fabrications dans nos ateliers cuivre. D'accord. La formation des gens qui travaillent ici, elle peut être identique au cuivre ou c'est une spécialisation ou c'est pas du tout la même chose? Les chaudronniers que vous avez ici, ils ont quel parcours? Donc après, le nom porté, ça reste chaudronnier. Dans le nom, l'intitulé chaudronnier, il y a beaucoup de variantes parce qu'il y a vraiment des gens chaudronniers mais qui vont être spécialisés dans le cuivre. En sachant que le cuivre, il n'y a pas d'école aujourd'hui qui forme vraiment des gens qui travaillent le cuivre tel qu'on fait pour les alambics. Et donc là, c'est beaucoup d'apprentissage. On forme des gens par rapport à ça. Sachant que, par contre, à la différence du chaudronnier inox comme vous avez ici, là, c'est des gens qui ont pu suivre des écoles et des formations dans des écoles spécifiques, écoles qui existent à la différence du cuivre, où on n'a pas de formation vraiment pour des gens et former les gens pour travailler sur le cuivre. Merci Maxime. Racontez-nous ce qu'on voit. Donc ici par exemple juste devant la porte on voit une bordeuse, donc c'est une machine qui va permettre justement de tomber le bord là de la tôle, donc voilà, faire cet arrondi en périphérie qui va permettre ensuite donc là on est sur un couvercle, hein, un toit de Voilà, c'est ça. un toit de cuve. Pour les gens de la radio, Voilà, c'est ça, il faut qu'ils comprennent que c'est ça il légèrement va galbé, falloir c'est donner un cette couvercle. forme. Voilà, il va falloir donner cette forme conique et puis voilà, il faut comprendre pour faire l'assemblage entre le toit de la cuve et donc sa virole, la partie verticale, donc le cœur du bidon pour les gens qui connaissent pas les termes techniques. Oui. Donc voilà, il va falloir faire justement ce premier rebord, donc une machine spécifique pour ça. Juste derrière, donc là vous pouvez voir cette grande machine qui occupe la majeure partie de l'atelier. C'est un petit peu l'outil high-tech de l'atelier. C'est donc un banc de soudure qui fait du coup 4 mètres, qui peut faire une soudure de 4 mètres. C'est celui qui va permettre... C'est énorme, hein, c'est un grand... C'est une machine énorme. Alors pourquoi? Parce que vous avez en fin de compte... Allez, j'allais dire, c'est comme quand on monte des autoscooters. C'est une piste en fait, pour qu'on ait un peu l'idée. Pourquoi une piste? Parce que du coup, justement, on va venir mettre sur toutes ces tables-là qui sont au sol, on va pouvoir aligner les longueurs de tôle côte à côte. Et à chaque fois, on a du coup le banc tout au bout, c'est un robot de soudure qui va venir faire en fait une soudure extrêmement qualitative qui va permettre d'assembler les différentes cuves, les différentes tôles qui constituent la cuve. Et donc, on va pouvoir faire la totalité du corps, donc du ventre de la cuve, sur cette machine-là. Voilà, les opérateurs devront ensuite venir rajouter le couvercle et donc le fond de la cuve avec des soudures qui sont cette fois obligatoirement réalisées manuellement. Sont faites pas par le robot mais par les gens. Exactement. Et là, j'ai devant moi, pareil, on va dire, ça fait comme un grand bassin, hein, avec des chaudronniers qui sont couchés dessus. Et qu'est-ce que c'est cette partie-là? Donc là, c'est un petit peu particulier. On est en train de fabriquer un bac de rétention. On n'est plus dans la cuverie, là, on est dans la rétention. Mais par contre, on est dans la cuverie. Ça fait partie d'un de nos outils de production. C'est-à-dire qu'on a mis en place, comme l'activité est récente, tous les outils pour produire et assembler nos cuves. Et après, il y a une partie traitement et passivage, donc produits chimiques. Et avec des contraintes, il faut collecter ces résidus de produits de traitement qui seront recyclés après. Donc là, on va franchir une autre étape d'ici 15 jours. On va bénéficier de l'autre partie du bâtiment. Et on va installer la deuxième phase de la fabrication, qui est le passivage, décapage, pour faire la finition du produit. Donc là, on est encore dans la phase de fabrication de nos outils pour produire nos cuves, sur le polissage et le décapage.
qui vont d'ici 15 jours être mis en place dans la deuxième partie du bâtiment. D'accord. Il faut dire que ça a été inauguré il y a une semaine, quand on enregistre cette émission. Hein. Donc c'est tout récent. Maxime. Juste ce que je voulais rajouter, c'est intéressant quand on tombe sur cette partie-là. C'est une étape de plus dans la construction et la mise en place de l'atelier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les différents techniciens qui sont dans l'atelier ont participé eux-mêmes au choix d'implantation des machines de l'atelier pour optimiser selon leur expérience et leur méthode de travail. Donc on a vraiment eu un chef d'atelier qui a pu organiser son atelier vraiment de manière optimale. Et le temps, du coup, en ce moment, on est sur des acheminements assez longs de matériel et notamment au niveau des machines. Donc le temps entre la constitution de l'atelier et la réception des machines, les salariés ont pu préparer leur atelier et fabriquer, par exemple, eux-mêmes cette grande table, leurs tréteaux, tous les systèmes de manutention. Ils ont pu construire eux-mêmes l'atelier sur mesure pour travailler dans les meilleures conditions. Oui, donc vous êtes encore en train de prendre vos marques pour une belle efficacité. Exactement. Bon, alors là, donc on voit ce banc robotisé où on a les couvercles. Où est-ce qu'on peut aller maintenant, Bruno? On passe où? Au bout de l'atelier. Alors on va au bout de l'atelier. Alors on chemine en passant à côté des gens. Bonjour. Ah. Voilà. Et alors bien sûr, on voit des chalumeaux pour qu'on puisse décrire un peu comment ça se passe. Voilà, donc l'ensemble des soudures de la fabrication de la cuve se fait par ce banc de soudure-là. Et après, on va avoir sur la cuve, on va avoir des accessoires, des vannes, des cheminées. Donc là, les soudures seront faites une fois que le plus gros de l'assemblage est fait. On travaille avec des postes à soudure, on va dire, de façon plus traditionnelle pour ce qui est tous les petits accessoires, des équipements qui vont venir se greffer sur la cuve. Tant qu'on est en train de parler de ça, vous avez du mal à recruter ou pas? Alors, pour l'instant, Vous formez aussi. voilà, on forme. On est toujours dans une politique d'apprentissage, d'avoir au moins 1 ou 2 apprentis par an. Déjà, par rapport au départ en retraite de certains salariés et d'entretenir les. Maxime. Après, juste par rapport à la création de l'entreprise, du coup, ce qui nous a permis aussi de bénéficier de techniciens compétents, c'est aussi qu'on a quand même, quand on a fait, on va dire, cette démarche de recrutement, on a mis en avant le fait qu'on allait partir sur un atelier assez high-tech pour être aussi assez attractif, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, donc du coup, les différents concurrents s'arrachent un petit peu les compétences, et effectivement, c'était une manière aussi de s'attirer des personnes vraiment motivées, et, vraiment avec des compétences intéressantes et déjà expérimentées, le fait de leur présenter un atelier tout neuf et les faire travailler dans les meilleures conditions. Voilà. On travaille dans des meilleures conditions. D'ailleurs, nous, on fait de la radio, mais on entend aussi la radio dans l'atelier. Exactement, bien sûr, ça fait partie des petits plaisirs quotidiens. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant avant de terminer l'émission? Donc là, par exemple, on peut finir par cette dernière machine. Donc, il y a un des investissements importants de l'atelier. Du coup, vous pouvez voir ici une machine de découpe à jet d'eau. Donc c'est une machine qui va permettre de faire à partir des... Donc on a vu tout à l'heure Charlie par exemple qui était dessinateur à la Chambre cognaçaise. Nous avons mis en commun du coup nos ressources notamment au niveau du bureau d'études. Donc Charlie par exemple peut aussi participer à faire des plans de découpe pour cette machine qu'il envoie directement par le réseau internet. Il va envoyer directement un plan à la machine et cette machine va être capable grâce à de l'eau envoyée à 3000 bars sur un filet de la taille d'une épingle. Le jet d'eau va permettre de découper des tôles jusqu'à plusieurs centimètres d'épaisseur avec une précision impeccable sans avoir d'effet de chauffe thermique ni de déformation du matériau. Oui, on pourrait croire que c'est un filet laser, mais là c'est un filet d'eau. C'est pour comparer un peu, pour qu'on ait un peu une image. Par rapport aux machines laser que plus de monde connaît, on obtient la même précision de découpe, mais avec l'avantage supplémentaire de ne pas chauffer le métal, ce qui va être bénéfique pour la qualité de la soudure qui va se dérouler ensuite. Je comprends. Bruno, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, juste pour ajouter un petit peu sur la partie technique, le principe c'est du jet d'eau et c'est aussi du sable. C'est mélangé avec du sable très très fin. Alors là, je suis là à côté de deux bacs de poubelle, on va dire, en gros, et je vous vois. Ah oui, c'est un grain très fin. Voilà, et on a une machine en haut qui projette l'eau et le sable. Donc la trémie, c'est là où on a mis le stock de sable très fin qui va permettre à la découpe. C'est mélangé avec de l'eau et c'est le compresseur qui est en haut, qui travaille à presque 3000 bars de pression pour arriver à couper des épaisseurs, comme on vient d'évoquer, sur l'inox, une matière qui est très très dure. Alors, je suis rassuré, ce sont des robots, donc personne ne met la main dessous. Alors, il y a des barrières de sécurité, comme vous pouvez voir là, on ne peut pas accéder. Il y a juste un pupitre opérateur et tous les paramètres sont mis dans la machine. On positionne la plaque quand la machine n'est pas en production et après elle exécute.
Alors, on termine l'émission. Donc moi, j'ai envie de vous dire l'avenir de la chaudronnerie cognassaise. Pour vous, Maxime, comment vous voyez les choses? Notre volonté, du coup, comme on peut le communiquer régulièrement, c'est effectivement de se développer, mais à un rythme convenable, de manière à surtout garder cet aspect relationnel avec l'ensemble des salariés, vraiment garder une dimension humaine. Voilà, on tient à pouvoir connaître personnellement chacun de nos employés et avant tout, avant la croissance, c'est surtout la qualité de travail, la qualité du produit et vraiment voilà, la qualité de vie de l'ensemble des membres de la société. Parfait, c'est là-dessus qu'on va terminer. Une histoire de famille, une histoire d'hommes et de progrès au cœur de Merpin, ici. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de En direct de chez vous. Merci à la chaudronnerie cognacieuse et à la famille Pérez. Au revoir.